L'horloge marquait 11 heures du soir lorsque Carlos Romero s'arrêta devant la fenêtre de son bureau à l'hôtel Real de Madrid. La ville semblait endormie, mais à l'intérieur du bâtiment le plus luxueux de la capitale, la vie continuait de palpiter. Lumières allumées au restaurant, murmures à la réception, pas pressés dans les couloirs. C'était la veille du 15e anniversaire de l'hôtel et quelque chose dans l'air se sentait différent. Carlos préparait depuis des semaines une soirée de gala qui réunirait politiciens, entrepreneurs et célébrités. Mais cette nuit-là, son esprit n'était pas tourné vers les invités, mais vers une lettre qu'il avait reçue ce matin-là. La lettre était simple, sans en-tête, écrite à la main d'une écriture tremblante. « Cher Monsieur Romero, je m'appelle Elena Rios. Je travaille comme auxiliaire de blanchisserie dans votre hôtel. J'ai besoin de vous parler. Il s'agit d'une situation grave impliquant l'un de vos employés et qui pourrait mettre en danger la réputation de l'hôtel Real. Pas plus de détails, juste une signature et un numéro de téléphone. Carlos avait appris à se méfier des accusations anonymes, mais quelque chose dans cette écriture, dans le désespoir silencieux des mots, l'avait inquiété. Il décida d'attendre la fin de la journée pour appeler. À 11h30, il composa le numéro. Au troisième sonnerie, une voix féminine répondit basse et tendue. « Monsieur Romero ?»« Oui, c'est moi. Nous parlons de votre lettre. » De l'autre côté, un silence bref, puis un soupir. « Merci de m'avoir rappelé. Je ne peux pas parler ici, les caméras. Pourriez-vous me voir en personne demain matin tôt avant mon service ?» Carlos hésita, mais accepta. À 6h, à la cafétéria du personnel. Il raccrocha et resta à regarder son reflet dans la vitre. Il pensa à Laura Sanchez, la femme qui, des années plus tôt, lui avait changé la vie avec un appel similaire. Ce souvenir de ce moment lui donnait encore la chair de poule. Depuis lors, il s'était promis de ne plus fermer les yeux sur la souffrance des autres. Peut-être cette lettre était-elle une autre occasion de tenir cette promesse. Le lendemain matin, la cafétéria du personnel était presque vide. Carlos arriva sans escorte, avec une casquette simple et un manteau sombre. Elena Rios l'attendait déjà à une table isolée, les mains entrelacées sur une tasse de café froid. C'était une femme d'une quarantaine d'années, au visage fatigué et au regard honnête. Quand Carlos se présenta, elle baissa les yeux, nerveuse. « Monsieur Romero, je ne veux pas d'ennui. Je dois juste vous dire quelque chose qui m'empêche de dormir. » Carlos l'encouragea à parler. Le responsable de la blanchisserie, Tomás Duran, détourne des produits depuis des mois, détergents, linge de lit, mais ce n'est pas le pire. Il y a 2 semaines, il a commencé à amener son fils adolescent travailler la nuit, sans autorisation, et ce garçon entre dans les chambres quand les clients dorment. Je l'ai vu, monsieur, de mes propres yeux. Carlos sentit un frisson. « Vous êtes sûr ?»« Oui. Hier soir, il est entré dans la suite 804. Une cliente française s'est réveillée et a crié. Il s'est enfui dans le couloir. Thomas m'a dit que si j'ouvrais la bouche, je perdrais mon emploi. » Le silence qui suivit pesa comme du plomb. Carlos inspira profondément. « Merci de me l'avoir dit. Je vais faire enquêter immédiatement, mais j'ai besoin d'une discrétion absolue. » Elena hocha la tête, les yeux humides. « Je veux juste que personne ne souffre à cause d'eux. » Le même après-midi, Carlos appela Laura Sanchez dans son bureau. Elle avait été promue directrice des opérations et connaissait l'hôtel comme sa poche. Quand elle entra, Carlos lui expliqua ce qui s'était passé. Laura écouta sans l'interrompre, le visage sérieux, la voix ferme. « Je connais Thomas. Il a toujours été problématique, mais son fils, je ne savais rien. » Carlos lui demanda de gérer l'affaire avec tact. « Je ne veux pas de scandale. Si le garçon a besoin d'aide, il l'aura, mais nous devons nous assurer de la vérité. » Cette nuit-là, Laura descendit personnellement à la blanchisserie. Les machines ronronnaient, la vapeur embuait les vitraux. Tomás Duran, un homme corpulent à la barbe grise, vérifiait une liste. En la voyant, il esquissa un sourire forcé. « Bonsoir, Madame Sanchez. Je ne m'attendais pas à une visite. »« Juste une inspection de routine, » répondit-elle. Elle marcha entre les piles de draps, observant. Dans un coin, elle vit un sac à dos d'enfant. Elle l'ouvrit discrètement. À l'intérieur, un téléphone cassé, un inhalateur, une vieille photo de Thomas avec un petit garçon. « Votre fils travaille ici ?» demanda-t-elle en se retournant. Thomas se raidit. « Non, il vient juste m'attendre. Je n'ai personne pour le garder. »
Laura n'insista pas, mais nota mentalement. Le lendemain, elle vérifia les caméras du couloir 8. À 2 heures du matin, effectivement, une silhouette juvénile ouvrait la porte 804 et s'enfuyait en courant quelques minutes plus tard. Laura apporta les preuves à Carlos. « Nous devons lui parler, mais avec précaution. » Carlos hocha la tête. « S'il est mineur, je ne veux pas détruire une vie. Je veux comprendre. » Ils décidèrent de convoquer Thomas le même après-midi. L'homme arriva nerveux, en sueur. Carlos le reçut calmement, mais sans détour. « Je sais que ton fils était à l'hôtel la nuit. Je veux savoir pourquoi. » Thomas baissa la tête. « Ce n'était pas pour voler, monsieur, je le jure. Mon fils Matteo a 14 ans. Il souffre de crise d'asthme. Sa mère nous a abandonnés, et je ne peux pas le laisser seul à la maison. Si je manque le travail, on me licencie. Si je le laisse seul, il pourrait mourir. Je l'ai amené avec moi, et je lui ai demandé de rester tranquille, mais cette nuit-là, il est sorti me chercher et s'est perdu. Il ne voulait faire de mal à personne. » Le récit était plausible, et le tremblement dans sa voix ne semblait pas fin. Laura le regarda avec compassion. Carlos respira profondément. « Je pourrais te dénoncer. Tu as amené un mineur dans une zone restreinte et mis l'hôtel en danger. Mais je comprends ta situation. Je ferai une exception. À partir d'aujourd'hui, tu auras un horaire spécial de jour, et l'hôpital San Lorenzo recevra un chèque de l'hôtel Real pour couvrir les médicaments de Matteo. Mais promets-moi que cela ne se reproduira plus jamais. » Thomas pleura de soulagement, incapable de parler. Cette nuit-là, alors que Laura fermait les rapports, elle ressentit une pointe de fierté. Carlos avait changé. L'homme qui, des années plus tôt, se méfiait de tous cherchait maintenant des raisons avant des coupables. Elle pensa à Diego, son fils, qui fêterait ses 12 ans la semaine suivante. La vie avait été généreuse depuis cette opération miraculeuse, mais Laura savait que rien n'était garanti. Carlos était devenu son mentor, presque un père, et chaque fois qu'elle le voyait agir avec humanité, elle sentait que tout avait valu la peine. La soirée d'anniversaire arriva une semaine plus tard. La grande salle de l'hôtel brillait de lustres et de fleurs blanches, des invités de tout le pays trinquant pendant qu'un orchestre jouait du jazz doux. Carlos saluait, souriait, mais son attention était ailleurs. Laura avait préparé une vidéo commémorative sur l'histoire de l'hôtel. Quand les lumières s'atténuèrent, l'écran géant montra des images anciennes, la construction, l'inauguration, le premier client, les premières employées. Parmi elles, une photo en noir et blanc de Laura en uniforme bleu, des années plus tôt. Puis apparurent les nouvelles politiques d'aide aux employés, les histoires de ceux qui avaient reçu du soutien. Dans la dernière scène, Diego Sanchez, déjà adolescent, parlait face à la caméra. « Ma vie a été sauvée ici, pas par des médecins, mais par des personnes qui ont cru en nous. Cet hôtel n'est pas seulement un bâtiment, c'est une famille. » Les applaudissements emplirent la salle. Carlos resta immobile, la gorge serrée. Laura le regarda depuis la scène et sourit. À cet instant, il sut que tous ses efforts avaient valu la peine. Mais alors que la musique reprenait, un assistant s'approcha discrètement de Carlos. « Monsieur, il y a un problème à la réception. Une cliente exige de vous voir. Elle dit que sa chambre a été pillée. » Le cœur de Carlos fit un bond. Quelle chambre? 804. La même que l'incident de Matteo. Il descendit immédiatement. À la réception, une femme française d'âge moyen discutait avec le gérant. « Mes bijoux ont disparu. Je les avais laissés sur la coiffeuse cet après-midi. » Carlos intervint calmement. « Je suis le directeur. Je vous promets que nous résoudrons cela. » Il demanda à vérifier les caméras, mais étrangement, les enregistrements du couloir 8 de cet après-midi étaient endommagés. Laura, qui venait d'arriver, fronça les sourcils. « Ce n'est pas une coïncidence. » Carlos hocha la tête. « Quelqu'un manipule le système. » Il ordonna de vérifier l'inventaire de la blanchisserie, de l'entretien, de la sécurité. Des heures plus tard, ils découvrirent que plusieurs serviettes de luxe et bouteilles du minibar avaient été vendues en ligne sous des comptes anonymes. En traçant les adresses, un nom apparut à plusieurs reprises. Elena Rios, la femme qui avait écrit la lettre. Laura resta figée. Ce n'est pas possible. Carlos n'y croyait pas non plus. Elle semblait sincère. Ils décidèrent de la confronter discrètement le lendemain matin. Quand Elena arriva au travail, elle fut appelée au bureau. Elle était pâle, les yeux cernés. « Monsieur Romero, quelque chose ne va pas ?» Carlos soutint son regard.
Nous avons trouvé votre nom lié à des ventes illégales d'articles de l'hôtel. Je veux l'entendre de votre bouche avant d'appeler la police. » Elena trembla. « Ce n'est pas ce que vous pensez, monsieur. Je n'ai rien volé. C'était Thomas. Il m'a forcé. Il a dit que si je ne l'aidais pas, il dirait que j'avais tout inventé sur son fils. » Laura l'observa attentivement. « Avez-vous des preuves ?» Elena secoua la tête. « Juste des messages qu'il a effacés après. Mais je jure que c'est vrai. » Carlos sentit une pointe de déception. « Je vous ai fait confiance, Elena. » Elle éclata en sanglots. « Je sais. Je voulais juste protéger mon emploi. Mon fils est aussi malade. Les médicaments coûtent plus que mon salaire. Je ne savais pas quoi faire. » Le silence s'étendit comme un nuage épais. Carlos se frotta le visage. « Dites-moi toute la vérité. » Et alors Elena raconta tout. Comment Thomas avait commencé à voler des mois plus tôt. Comment elle l'avait découvert et il l'avait fait chanter. Elle dit qu'elle avait essayé de l'arrêter, mais la peur avait été plus forte. Laura écouta sans bouger, et quand la femme eut fini, Carlos parla lentement. « J'aurais besoin de vérifier. Mais si vous dites la vérité, je ne vous laisserai pas seul. » L'enquête interne dura 2 jours. À la fin, les relevés bancaires et les caméras externes confirmèrent que Thomas était le vrai responsable. Il avait utilisé le nom d'Elena pour cacher les ventes. Il fut licencié et dénoncé. Elena fut innocentée, bien qu'elle insistât pour démissionner par honte. Carlos lui offrit une alternative. « Vous travaillerez à la réception. Il est temps que quelqu'un avec votre honnêteté soit là où tout le monde peut vous voir. » Elle accepta entre les larmes. Quand tout fut terminé, Carlos et Laura se retrouvèrent sur la terrasse de l'hôtel, regardant l'aube se lever sur les toits de Madrid. La fatigue était immense, mais aussi le calme. « On dirait que les miracles se répètent ici, » dit Laura en souriant. Carlos hocha la tête, regardant l'horizon. « Oui, mais cette fois, le miracle a été de se rappeler que la confiance s'apprend aussi. » 3 semaines après l'incident avec Thomas et Elena, la vie à l'Hôtel Real reprit une apparence de normalité. Les couloirs sentèrent les fleurs fraîches, les clients souriaient et les lumières du hall brillaient comme si rien n'avait eu lieu. Mais pour Carlos Romero, quelque chose avait profondément changé. Il se rendit compte que, peu importe les protocoles ou les systèmes de sécurité qu'il mettait en place, la véritable force de l'hôtel ne résidait pas dans ses murs de marbre, mais dans les personnes qui le maintenaient en vie. Un après-midi, alors qu'il examinait des rapports dans son bureau, il reçut un appel de l'école de Diego. Le jeune avait intervenu dans une bagarre en défendant un camarade handicapé. « Rien de grave, » assura la directrice, « mais votre fils a une maturité peu commune. Vous devriez venir lui parler. » Carlos sourit. Bien que Diego ne soit pas son fils biologique, il le ressentait comme tel. Il appela Laura, qui était en réunion, et lui dit qu'il irait. À son arrivée à l'école, il trouva Diego assis sur un banc dans la cour, la chemise froissée, le sac à dos ouvert à ses pieds. « Que s'est-il passé cette fois, champion ?» demanda-t-il, avec un mélange de sévérité et de tendresse. Diego le regarda avec ses yeux qui semblaient toujours en savoir plus qu'il ne le disait. Ils se moquèrent de Mario, le nouveau. Ils disaient qu'il marchait bizarrement. Je ne pouvais pas les laisser continuer. Carlos s'assit à côté de lui. « Tu as bien fait, mais il y a des façons de défendre sans se battre. La force n'est pas toujours dans les poings. » Diego baissa la tête. « Je sais, mais personne ne faisait rien. » Carlos posa une main sur son épaule. Parfois, être le seul à agir est déjà suffisant. De retour à l'hôtel, Carlos pensa à ces mots. Pendant des années, il avait été l'homme qui n'agissait pas face aux petites injustices, convaincu que ce n'était pas son problème. Laura lui avait appris que si. Cette nuit-là, il écrivit un courriel à tous les directeurs du groupe hôtelier. Il proposait un programme éducatif interne pour les enfants des employés, avec des bourses et des tutorats. Il l'appela « Projet Futur Réal ». L'annonce fut accueillie avec enthousiasme. Laura coordonna la logistique, et bientôt le hall se remplit d'affiches. Éduquer, c'est aussi prendre soin. Le jour du lancement, des dizaines de familles se rendirent dans la grande salle. Diego aida à distribuer des cahiers aux plus petits. Parmi eux se trouvait Matteo, le fils de Thomas Duran. Malgré tout ce qui s'était passé, Carlos avait décidé de ne pas lui fermer les portes. Matteo était en traitement pour son asthme et, étonnamment, s'entendait bien avec Diego. « Regarde, maman, » dit Matteo en pointant la scène. «
Voilà Monsieur Romero. Laura prit le micro. Aujourd'hui, nous montrons que la grandeur de cet hôtel ne se mesure pas en étoiles, mais en opportunités. Grâce à la vision de Monsieur Romero, nos enfants pourront rêver plus grand. Les applaudissements emplirent la salle. À la fin de l'événement, Carlos s'approcha de Laura. « Tu n'avais pas à dire ça. » Elle sourit. « C'est la vérité. »« La vérité, répondit-il, c'est que sans toi rien de tout cela n'existerait. » Au cours des mois suivants, le projet Futur Réal grandit plus que prévu. Des entreprises alliées offrirent des bourses, des volontaires enseignèrent des langues et l'informatique, et l'hôtel devint un modèle de responsabilité sociale. Les nouvelles commencèrent à paraître dans les journaux. L'entrepreneur qui a troqué le luxe contre l'humanité, titra l'un d'eux. Carlos minimisait toujours, mais au fond, il était fier. Pas de la reconnaissance, mais de voir son environnement se transformer. Une nuit de décembre, quand l'air sentait l'hiver et que des lumières dorées ornèrent le hall, Laura appela Carlos sur la terrasse du 15e étage. « Il y a quelqu'un qui veut te voir. » C'était Elena Rios. Elle portait un nouveau manteau et son visage avait un éclat différent. « Monsieur Romero, je suis venu vous remercier. Avec le nouveau poste, j'ai pu payer le traitement de mon fils. Il va mieux. » Carlos lui serra la main. « Ne me remerciez pas, Elena. Nous avons juste fait ce qui devait être fait. » Elle sourit. Parfois, faire ce qui est juste est aussi un miracle. Quand elle partit, Laura l'observa en silence. « Tu sais, je crois qu'elle a raison. » Carlos s'appuya sur la balustrade, regardant la ville illuminée. « Peut-être que les miracles ne viennent pas d'en haut, mais de ce que nous décidons de faire avec ce que nous avons. » Laura hocha la tête. « Et tu as fait beaucoup. » Cette même nuit, alors qu'ils descendaient ensemble au hall, un groupe de clients entra trempé par la pluie. Parmi eux, une femme âgée trébucha sur un tapis mouillé et tomba au sol. Sans hésiter, Carlos courut l'aider. « Vous allez bien, madame ?» Elle le regarda avec confusion, sans le reconnaître. « Oui, merci, jeune homme. » Quand le personnel s'approcha, Laura se rendit compte que la femme était Teresa Romero, la tante de Carlos, avec qui il n'avait pas parlé depuis plus de 20 ans. L'impact fut immédiat. Carlos resta figé. « Tante Teresa. » Elle le regarda à nouveau, et en le reconnaissant, les larmes montèrent. « Carlos, je pensais ne plus jamais te revoir. » Laura, surprise, se retira discrètement pour leur laisser de l'intimité. La conversation qui suivit fut douloureuse et guérisseuse à la fois. Teresa avait été celle qui l'avait élevée après la mort de ses parents, mais une dispute sur un héritage les avait séparés. « Je ne voulais pas ton argent, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je voulais juste que tu n'oublies pas d'où tu venais. » Carlos écouta en silence. « Tu avais raison, » répondit-il enfin. « J'ai oublié beaucoup de choses. Mais maintenant, j'essaie de m'en souvenir chaque jour. » Teresa l'embrassa en pleurant. « Ta mère serait fière. » Cette nuit-là, Carlos rentra chez lui le cœur léger. La vie lui avait rendu une autre partie qu'il croyait perdue. Les mois passèrent, et le printemps arriva à Madrid avec son air tiède et ses jacarandas en fleurs. Diego fêta ses 13 ans, et Carlos insista pour organiser une petite fête dans le jardin de l'hôtel. Il y avait des ballons, de la musique et des rires. À un moment, Laura s'approcha avec une boîte enveloppée. « De la part de tous, dit-elle. » Diego ouvrit et trouva à l'intérieur un cahier à couverture noire avec le logo de l'hôtel et une note « Pour que tu commences à écrire tes propres rêves. » « Sais-tu ce que cela signifie, oncle Carlos ?» demanda l'enfant. « Que je crois que tes histoires seront un jour meilleures que les miennes, » répondit-il en riant. Diego les embrassa tous les deux. « Merci de m'avoir donné une nouvelle vie. » Mais la vie, comme toujours, avait des épreuves en réserve. Un mois plus tard, une série d'orages électriques affecta le système électrique de l'hôtel, provoquant un incendie mineur dans l'aile ouest. Personne ne fut blessé, mais les dégâts furent considérables. La presse fut impitoyable. L'hôtel au Grand Cœur subit sa pire crise. Carlos travailla jour et nuit pour réparer les dommages, mais quelque chose en lui se brisa. Pour la première fois en années, il eut peur de tout perdre. Une aube, Laura le trouva seul dans la grande salle vide, regardant les colonnes noircies. « Pourquoi es-tu ici à cette heure ?» demanda-t-elle. « Parce que je ne sais pas si j'aurai la force de recommencer, » avoua-t-il. « Quand j'ai commencé cet hôtel, tout était ambition. Quand je l'ai reconstruit avec ton aide, tout était espoir. Mais maintenant, je sens que j'ai tout donné. »
Laura s'assit en face de lui. « Tu n'as pas tout donné, Carlos. Tu as donné ce que tu avais à ce moment-là. Maintenant, tu as quelque chose de nouveau. Des gens qui te suivront, qui croient en toi. Avant, tu étais seul. Aujourd'hui, tu ne l'es pas. » Les mots résonnèrent dans le silence. Carlos la regarda, et pendant un instant, il comprit que son voyage n'était pas de construire des bâtiments, mais des personnes. Au cours des semaines suivantes, employés et clients volontaires se joignirent aux réparations. Elena conçut de nouveaux uniformes. Diego peignit des fresques dans les couloirs avec d'autres enfants. Même Teresa, sa tante, fit don d'antiquités pour remplacer les pièces perdues. Quand l'hôtel rouvrit, 3 mois plus tard, il avait changé. Les murs portèrent des cicatrices, mais l'âme était plus forte que jamais. Lors de la cérémonie de réouverture, Carlos monta sur la scène. Devant lui se tenaient Laura, Diego, Elena, Matteo, Teresa et des centaines d'employés. « Il y a des années, j'ai fondé cet endroit pour prouver que je pouvais créer le meilleur hôtel du pays, » commença-t-il. « Mais avec le temps, j'ai compris que le meilleur ne se mesure pas en luxe, mais en humanité. Ici, chaque histoire compte, chaque vie a de l'importance. Si aujourd'hui ce bâtiment tient encore debout, c'est parce que vous n'avez jamais abandonné. » Le public applaudit debout. Diego, depuis le premier rang, cria « Oncle Carlos, tu es le meilleur !» Et tous rirent. Quand les lumières s'éteignirent et que la musique emplit l'air, Laura s'approcha et lui murmura « Tu vois, les miracles continuent. » Carlos sourit. « Oui, mais cette fois, il ne venait pas déguisé. Il venait avec un nom et un visage. » Cette nuit-là, depuis la terrasse, il vit les lumières de Madrid clignoter comme des étoiles. Il se rappela ce premier appel de Laura, la voix brisée, les larmes, la peur. Tout avait commencé derrière une porte entr'ouverte, avec une femme qui n'avait pas volé ce qu'elle pouvait, et un homme qui avait décidé d'écouter. Maintenant, il comprenait que chaque geste, chaque décision, avait été une graine qui fleurissait juste quand on en avait le plus besoin. Avant de se coucher, il regarda son téléphone. À l'écran, il avait la même photo que toujours, lui, Laura et Diego au parc. Mais maintenant, il en ajouta une autre, prise récemment. Tout le personnel de l'hôtel, riant sous une pancarte qui disait « Famille royale », où les miracles travaillent quotidiennement. Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, il ne pensa ni aux chiffres ni aux réservations, mais à la gratitude. Parce qu'il avait compris que la vraie richesse ne se comptait pas en euros, mais en vies touchées, en cœurs changés, en âmes sauvées par de petits actes de bonté. Et pendant que la ville dormait, l'homme qui un jour avait prétendu être un client ordinaire souriait en sachant que finalement, il avait trouvé le but qu'il avait cherché toute sa vie, être le gardien invisible des miracles que les autres ne faisaient que rêver de voir.